Bonsoir et bienvenue à tous. Le 24 février dernier, la Russie a déclenché une offensive militaire en Ukraine, suscitant des inquiétudes et une vague de condamnation internationale. Le Cameroun, pour sa part, a appelé à l'arrêt des hostilités et à l'ouverture des négociations entre les parties dans l'optique d'une recherche de solutions concertées. Au cours du vote qui a eu lieu à l'Assemblée générale des Nations unies le 2 mars dernier, le Cameroun ne s'est pas prononcé, confirmant ainsi son option de neutralité et d'impartialité. Pourtant, comme bien de pays africains, il subit les contre-coups de cette crise ukrainienne, notamment sur le plan économique. Selon le secrétaire général du groupement des industries meunières du Cameroun, au-delà des difficultés d'approvisionnement auxquelles ces meuniers pourraient faire face, c'est bien du fait de cette guerre entre la Russie, premier producteur mondial de blé, et l'Ukraine, cinquième producteur mondial, se pointe déjà à l'horizon des surcoûts de production. L'incidence étant l'augmentation du prix de la baguette de pain. Situation d'autant plus complexe qu'elle vient s'ajouter à la flambée généralisée des prix de nombreux autres produits sur le marché, augmentant ainsi la colère des ménagères. Pouvait-on prévenir cette flambée des prix? Le gouvernement camerounais est-il dos au mur? Y a-t-il des alternatives aux difficultés d'approvisionnement en blé au Cameroun? Combien de temps encore ça va durer, ce chemin de croix des ménagères? Quelles sont les autres répercussions économiques de cette guerre d'Ukraine sur le Cameroun? Quelles sont les solutions pour amortir les effets dévastateurs de cette crise dans notre pays? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de 237 débats. Merci, Madame, Messieurs, de nous recevoir chez vous. Le débat ce soir pour décrypter cette problématique. Martin Ombazi. Martin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je vous présente simplement en indiquant que vous êtes banquier. Merci d'être venu sur ce plateau. J'introduis également Emmanuel Kounié. Bonsoir. Bonsoir Duval et merci de me convier à cette réflexion très importante d'ailleurs, compte tenu, n'est-ce pas, des enjeux et du sujet que cela touche, à savoir, n'est-ce pas, la situation des consommateurs. Vous êtes homme politique, mais c'est davantage comme économiste que je vous ai convié sur ce plateau ce soir pour décrypter cette problématique. Merci Emmanuel Kounié d'être venu sur ce plateau. Paul-Joël Kamchan, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être là. C'est moi qui vous dis merci pour cette nouvelle invitation, bien que je vous suive sur tous les plateaux que vous animez à Equinox. Bonsoir à tous les copains panélistes, ces économistes et financiers chevronnés que je prends grand plaisir à écouter régulièrement à travers le petit écran et qui m'inspirent. Et je crois qu'au-delà d'être assis à côté d'eux ce soir, je vais également bénéficier de toute la science qui le transpire. Donc, une fois de plus, merci encore. Merci. Je rappelle que vous êtes data journaliste. Vous êtes spécialisé dans la collecte des données. Collecte des données, analyse, data visualisation également. Merci Paul-Joël d'être venu. Alban Fongan, bonsoir. Bonsoir Diva. Et merci d'être là. Merci bien. C'est moi qui vous remercie pour une ultime invitation à cette émission qui, vous savez, vous avez toujours su rester dans l'actualité et c'est un plaisir à chaque fois de participer à faire décrypter, n'est-ce pas, l'information pour nos auditeurs, pour vos auditeurs, comme nous le faisons d'habitude. Donc, une fois de plus, je vais adresser mes souhaits de bienvenue aux différents panélistes qui nous accompagnent, avec qui nous sommes ce soir. Et nous espérons qu'on aura un débat enrichissant. Voilà. Merci d'être venu. Vous êtes banquier, vous êtes également marketiste de formation. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Pour moi, je voulais commencer avec vous. Est-ce qu'on a, à la date d'aujourd'hui, en tout cas depuis que la Russie a lancé cette opération militaire en Ukraine, avec tout ce que cela a entraîné comme conséquence du point de vue politique, économique et social, nous voulons aujourd'hui nous limiter essentiellement à l'aspect économique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a fait le tour, on a fait le bilan, on a répertorié déjà toutes les conséquences économiques de cette guerre en Ukraine, notamment sur notre pays, le Cameroun?
Alors, vous avez commencé par dire cette opération militaire. J'avais peur de vous faire remarquer qu'il se pourrait que Poutine aurait sanctionné Equinox de ne pas utiliser le mot invasion ou guerre. Mais heureusement qu'à la fin de vos propos, vous vous êtes rectifié en parlant justement des guerres parce qu'il en est vraiment une. Alors, si je peux me permettre quelques grilles d'analyse au regard de la situation des sorties des différents présidents des pays membres de l'OTAN, notamment les États-Unis, la France qui mène une bataille, disons-le, informationnelle, parce que jusqu'à présent, on a beaucoup plus des vœux en termes de ce que on appellerait Poutine à revenir à la table des négociations et que de l'autre côté, on a également le président ukrainien qui essaye de camper sur sa position. Mais pourtant, il faut dire qu'on perçoit vraiment les conséquences. Vous avez bien voulu qu'on parle d'économique, qui sont forcément des conséquences de cette guerre. Ma foi, je crois que de plus en plus, on suit quand même les pays se plaindre. Et tout récemment, j'entendais suivre un débat pour certains pays de l'Europe qui craignaient que si l'hiver arrive sans que le problème ne soit résolu, il risque d'avoir un sérieux problème de pénurie de gaz qui, comme vous le savez, en hiver, c'est très perceptible parce que l'utilisation du gaz pour le réchauffage dans les maisons et consorts est assez prononcée. Mais je voudrais davantage m'interroger sur ces répercussions au niveau de l'Afrique. L'Afrique qui, comme vous le savez, n'est pas en principe partie prenante sur quelque bord que ce soit. On a dû quand même remarquer que lors du vote aux Nations Unies, il y a quand même beaucoup de pays africains qui se sont abstenus, même si du plan diplomatique, on peut avoir une interprétation. Pour autant, pour ce qui est des dommages collatéraux, l'Afrique en souffre. La preuve, c'est que de plus en plus, on parle des questions de pénurie du pétrole, qui est d'ailleurs annoncé, parce que si ce n'est pas encore perceptible, je crois que les experts le prédisent, même si jusque-là, ça ne peut rester qu'une spéculation. Il va sans dire que quand vous lisez les données, vous les analysez en termes de comment on dépend de ce pays, cela il va sans dire. Mais moi, je voudrais revenir sur le cas du blé, par exemple, parce qu'en réalité, on donne l'impression aux gens que les pénuries ou alors la pénurie annoncée sera forcément liée à la guerre en Ukraine. Je voudrais vous faire remarquer au moins que bien avant la guerre de l'Ukraine au Cameroun, on évoquait déjà la question du pain, des spéculations ou alors des discussions aller bon train si on augmente ou pas, soit disant qu'en réalité, il y a quand même beaucoup de pays qui avaient essayé de bloquer. Et c'était lié, je crois, à la pandémie oui, c'était lié à la pandémie du coronavirus. Parce qu'il y avait des pays comme le Canada qui avaient déjà arrêté leur exportation de blé et qui sont des grands pays producteurs de blé. Effectivement. Et je crois savoir qu'en même temps, ces pays, la Russie, l'Ukraine et d'autres pays autour, sentant justement cette guerre arriver, voulaient donc préparer un stock en interne. Vous savez que les questions alimentaires relèvent aussi des questions de sécurité. Et donc un peuple qui a faim est un peuple, vous n'êtes pas sûr de pouvoir le maîtriser parce que dès qu'il va crier sa colère, comme on est en train de l'entendre un peu partout, même si je voudrais vous faire remarquer qu'autour, il y a quand même beaucoup de fausses informations, de fausses nouvelles qui circulent sur les différentes pénuries qu'on pourrait observer parce qu'en réalité, il n'existe pas de données palpables. Mais je voudrais davantage m'interroger sur le silence du gouvernement qui donne l'impression que le Cameroun n'est pas concerné par ce qui se passe. On revient là-dessus dans le deuxième tour de table. Alain Fongan, est-ce que on a pris la mesure des effets dévastateurs de cette guerre en Ukraine sur le Cameroun, notamment du point de vue économique? Paul Jouan tout à l'heure a évoqué un certain nombre d'aspects. Il a pris la question de l'augmentation du prix du blé, la farine de blé, avec comme conséquence la flambée du prix du pain. On a vu que dans les boulangeries au Cameroun aujourd'hui, le prix de la baguette de 200 grammes est passé de 125 francs à 150 francs CFA. Il évoquait également la possibilité d'observer le même scénario avec le pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire le point sur les conséquences économiques de cette guerre en Ukraine sur notre pays, le Cameroun? Ok, merci. Je voulais déjà rappeler que c'est la troisième crise majeure que le monde vit depuis moins de 15 ans. C'est très important de le rappeler. Et c'est important aussi d'observer à chaque crise des mesures qu'on prend au niveau du Cameroun, en fait, que le gouvernement prend pour subjuguer aux conséquences de la crise. Si nous observons bien, nous nous rendons compte que le gouvernement ne s'y met pas toujours à fond en termes de stratégie d'avance. Par exemple,
La plupart des pays sentent déjà la crise venue puisque nous entendons des bruits entre l'Ukraine et la Russie depuis octobre, où la Russie exigeait les conditions, sinon il va prendre des mesures pour sa sécurité. Il y a les pays africains qui ont conçu des réserves de 6 mois en termes de blé par exemple. Il y a plusieurs pays, le Maroc, le Ghana avec ses positions. Il y a aussi des pays d'Afrique subsaharienne qui ont pris des mesures en construisant des réserves pour permettre. Il y a ceux qui ont des stocks qui vont aller jusqu'en juin. Mais là n'est pas la question. Le Cameroun dépend entièrement des importations. Nous sommes un pays qui ne produisons presque rien, disons-le ainsi. Aussi, en termes de dette intérieure, sur 11 000 milliards environ, nous n'avons que 8 000 milliards de dettes extérieures, ce qui représente environ 70% de la dette que l'État doit. C'est pour dire que le Cameroun dépend entièrement du marché international. Alors, ce qui fait donc que lorsque nous sommes frappés par une crise comme celle-ci, nous sommes automatiquement impactés. Maintenant, pour que nos auditeurs puissent comprendre le fond de ce sujet au niveau du Cameroun, je vais sortir de la civilisation et rentrer un peu dans nos villages. Ici, il s'agit du commerce international. Comme je le disais tantôt, nous importons plus, nous ne produisons presque rien du tout. Et ce que nous exportons, c'est totalement de la matière première. Prenons 2 villages pour que les auditeurs puissent comprendre exactement dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui. Un village A et un village B. Un village A qui produit des graines, du haricot, du maïs, du pistache. Et un village B qui produit du plantain, du macabo, des ignames et des patates. Les 2 villages se rencontrent sur le marché pour que chacun obtienne ce qu'il ne produit pas. Alors, le village A apporte 100 sacs de graines, ça veut dire du maïs, du haricot. Et le village B apporte 100 tonnes de plantain, de patates et de tubercules. Et ils s'échangent pour la première année. Ça se passe très bien. L'année qui suit, le village A n'a pas une bonne production. La production a chuté. Ils sont partis de 100 sacs à 50 sacs. Et le village B a gardé sa même production. Il se retrouve sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Le village A besoin des tubercules pour consommer et fonctionner. Alors il trouve un arrangement. Comme tu n'as pas assez de matière de produits pour me compenser, bon ok, faisons une compensation. Donne-moi tel espace. Donne-moi un espace 50 hectares dans ton village pour que je fasse du plantain. On fait un premier accord et ça marche très bien. L'année qui suit, le village A revient encore, même plus avec les 50 sacs, mais avec plutôt 20 sacs de graines. La production continue de diminuer. Ça devient très compliqué. Le village B dit, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne travailles pas? Travaille, produis, augmente ta production. Mais comme tu dois vivre et manger, bon, je te donne. Maintenant, tu me donnes quoi? Alors, je prends une partie de ton village. Ou bien je gère tes ressources. Ou bien je nomme le chef de ton village. Il trouve un accord. L'année qui suit, c'est encore pareil. Il se retrouve encore sur le marché. Et le village A, au lieu de 20 tonnes, a plutôt 10 tonnes. Je reviens maintenant dans le cadre du Cameroun. Nous avons connu ça, et c'est pour ça que nous sommes arrivés sur l'ajustement structurel. C'est ce qu'on a appelé la privatisation. C'est-à-dire que le Cameroun, n'ayant plus de ressources pour rembourser la dette, parce qu'elle importe beaucoup, n'ayant plus de ressources pour rembourser la dette, n'est-ce pas, le FMI nous a imposé un programme d'ajustement structurel. Alors, on nous a dit, ok, comme vous ne pouvez plus rembourser, vous vendez telle entreprise et nous, vous le vendez. Et on n'a pas donc parlé de la privatisation. Mais jusqu'alors, nous n'avons pas tiré des leçons. Nous avons continué à ne pas produire. Nous avons continué à ne pas développer les infrastructures. Nous sommes donc retrouvés à la même situation. Alors, le FMI dit, ok, pour nous payer, vous diminuez les fonctionnaires, vous baissez les salaires, vous coupez tel budget. Et c'est pourquoi vous entendez tout le temps, on vous dit, le FMI a approuvé le programme du gouvernement, le FMI a approuvé. Mais là, c'est qu'au fur et à mesure que les crises se produisent, nous sommes à la 3e grande crise, nous n'avons toujours pris aucune mesure pour accroître la production intérieure. Nous restons donc totalement, n'est-ce pas, est-ce que vous avez conclure donc avant même que la guerre d'Ukraine arrive, la structure économique du Cameroun était telle qu'elle ne pouvait pas résister à cette situation? J'arrive. Depuis quelques années, nous faisons des trocs avec la Chine pour réaliser les grands projets. Aujourd'hui, vous voyez les Chinois entrer à l'est dans les forêts pour couper du bois. Le Cameroun, aujourd'hui, avec la Chine, fait le troc en termes de matières premières. Ça veut dire que nous avons des contrats de financement de projets basés en grande partie sur les matières premières.
pour prendre rien que ce cas. Ce sont des solutions que nous avons utilisées au fur et à mesure quand nous étions coincés. Mais là, c'est encore plus pire. Parce qu'aujourd'hui, il est question de trouver des ressources, trouver des supports sur lesquels nous allons les effets de levier, sur lesquels nous allons nous appuyer pour continuer à vivre normalement, pour continuer à lever les emprunts. Vous avez suivi la dernière fois le scandale des milliers d'hectares de terres cédées à la Chine. Peut-être beaucoup n'ont pas compris le fond de ce genre de contrat. Ça va dans ce que je viens d'expliquer dans le cas du village A et du village B. Okay. Au fur et à mesure que nous échangeons, quand vous n'avez pas de quoi compenser sur le marché, vous cédez des parcelles de votre autorité. C'est pour dire donc que le gouvernement aujourd'hui est face à une situation très complexe. Il n'a pas pris des mesures face aux crises précédentes. Nous vivons une nouvelle crise qui ne vient qu'accentuer. Et nous avons presque plus d'éléments, d'effets de levier, ce que nous devons nous appuyer pour continuer à garder notre mode de vie. Donc, évidemment, les Camerounais, dans les mois qui suivent, devront serrer la ceinture. Mais avant de donner la parole à Martin, il y a un élément sur lequel je voudrais que vous puissiez revenir. Vous avez dit qu'il y a des pays qui ont constitué des stocks avant la crise. Qu'est-ce qui amène ces pays à le faire? C'est des pays qui ont senti le coup arriver et qui ont pris des mesures, ou bien c'est des pays qui, en règle générale, dans leur mode de fonctionnement, font des stocks de sécurité pour se prémunir? Ce sont les résultats de la géostratégie. On ne peut pas gouverner sans faire de la géostratégie. La géostratégie, surtout quand vous dépendez de l'extérieur à presque 90%, vous ne pouvez pas faire de la géostratégie. Vous avez cité des pays comme le Maroc, le Ghana. Le Maroc, le Ghana et l'Algérie, par exemple. Et beaucoup d'autres pays. On fait des réserves. C'est-à-dire que lorsque vous faites de la géostratégie, vous pouvez lire ou anticiper, pas à 100%, mais au moins à un taux acceptable, 70%, les phénomènes internationaux, puisque vous y dépendez. Ok. Martin, sur le développement qui est fait, c'est vrai qu'il a embrayé déjà sur les causes, parce que jusqu'ici, on voulait voir le lien entre la guerre d'Ukraine et la situation économique actuelle, mais il est remonté très loin dans l'histoire pour montrer qu'en réalité, cette crise ukrainienne qui arrive et ses effets dévastateurs ne sont finalement que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que on avait déjà une économie fortement dépendante de l'extérieur, avec une balance commerciale, une balance commerciale déficitaire de façon importante, et qu'aujourd'hui, en réalité, si on avait anticipé, si on avait fait de la prospective, si on avait fait de la géostratégie comme il a indiqué, comme d'autres pays, peut-être qu'on aurait pu amortir les chocs de cette crise ukrainienne sur le Cameroun. En fait, moi je pense que les choses sont beaucoup plus graves que ça. C'est-à-dire que j'ai bien peur que nous soyons envahis par la pensée unique. C'est-à-dire que vous savez très bien que, comme je disais tout à l'heure, Paul Joël, tout est fait. Vous savez, le monde aujourd'hui, c'est l'information. En économie, on appelle ça la symétrie d'information, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont la bonne information avant les autres. Et lorsqu'on a la bonne information avant les autres, on prend les dispositions. Justement. Le problème qu'il faut dire aujourd'hui, il faut arrêter d'endormir les Camerounais ou les Africains. Il faut nettement dire que depuis pratiquement 60 ans, les politiques économiques qui ont été mises en place en Afrique ont échoué. Elles ont échoué parce qu'elles ne sont pas adaptées à nos réalités économiques. Vous allez faire 200 ans avec le modèle, ça ne marchera pas. On a importé des modèles économiques comme on importe les biens et services. Et on nous a imposé cela. Vous croyez que si on avait fait de la recherche pour produire du blé à 60 ans, on n'aurait pas de résultats conséquents? Alors vous ne voulez pas nourrir votre poule le jour du marché? Excusez-moi de vous dire, on n'a rien fait, on n'a fait que suivre ce qu'on nous dictait de là-bas. Le Cameroun a une terre et des richesses naturelles énormes. Mais on nous a orienté uniquement à produire du cacao. On nous a même fait à un moment donné arrêter de produire du cacao et voir comment est-ce que le Ghana, la Côte d'Ivoire était déjà au même niveau que nous, vient nous dépasser comme si c'est que le cacao n'était plus rien. Mais si vous n'avez pas pensé une politique économique qui sied à vous-même, vous ne pouvez pas avoir des résultats. Donc aujourd'hui, moi je veux dire d'abord qu'il faut qu'on
se le disent. Les politiques économiques qui sont appliquées en Afrique, dans la zone CFA, au Cameroun, sont inadaptées. Elles sont inefficaces, elles sont inefficientes. Pourquoi? Parce que le chômage n'a jamais véritablement baissé. Pourquoi la pauvreté n'a pas baissé? Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat du Cameroun ne fait que... Mais Martin, sur cette question, nous avons entendu le gouvernement justement expliquer que l'économie camerounaise, à la différence d'autres économies, est une économie résiliente qui l'est du fait justement de la diversité des activités, à la différence d'autres pays qui sont des pays à économie vulnérable parce que dépendant essentiellement non, résiliente, bon, c'est vrai, c'est un mot qui est très très utilisé actuellement, bon, c'est à la mode, hein. Le Cameroun, c'est un pays qui a des gens qui travaillent. Et je vois après que notre économie est assise sur le secteur primaire, l'agriculture. Vous vous souvenez de la révolution verte. Bon, donc c'est tout à fait normal. Le Cameroun, c'est pas un pays, c'est un pays béni de Dieu. C'est-à-dire que même sans travailler, la nourriture pousse. Ce qui n'est pas le cas par ailleurs. Même sans travailler. Mais les Camerounais sont des travailleurs. Vous comprenez? Alors ce que je veux dire... Mais l'autre élément aussi, c'est que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que depuis 60 ans, on a mis en place des politiques qui sont inefficientes. On a une économie complètement extravertie. Mais le gouvernement a l'habitude d'expliquer que ces difficultés qui ne permettent pas au Cameroun d'avoir des coups de franche sur la gestion d'un certain nombre de choses, essentiellement liées au contexte international. Est-ce que le contexte international, de votre point de vue, ne peut pas suffire pour justifier... Tel que vous parlez là, on ne s'en sortira jamais. M. Kouy va peut-être parler différemment que moi, mais tel que vous parlez là, c'est que ça ne changera jamais un jour. Je vous ai dit que lorsque vous commencez à claquer un rythme qui ne marche pas, vous continuez à le claquer, je vous dis que nous ne pourrons pas jamais faire, le Cameroun ne peut jamais faire 5% de croissance, tel que les politiques économiques sont, jamais elle ne pourra le faire. Jamais. Je vous mets au défi. Et vous vous rendez compte, à chaque fois qu'il y a un événement exogène qui arrive, on est à 1%, on est à 2%. Alors que le taux de croissance escompté par rapport aux potentialités du Cameroun sont au moins 3 fois l'évolution de la croissance démographique, qui est aujourd'hui 2%. Donc si le Cameroun veut avoir une économie qui crée de l'emploi, qui réduit le chômage, nous devons faire un taux de croissance qui va autour de 6 et 9%. Tel que vous voyez les choses se faire, tel que le FMI arrive, ils vous disent les mêmes choses. La dernière fois, c'était 80 milliards, je crois. Après, ils nous ont dit, OK, il y a eu 180. Les 180, on ne sait pas où c'est parti. Alors, vous voulez que nous progressions? N'est-ce pas? La même méthode. Vous me donnez de l'argent. Cet argent est mal utilisé. Je viens chez vous, vous me donnez encore l'argent? Mais monsieur Duval, essayons de poser le problème. Parce que tout ce qui va arriver après, sur le déséquilibre économique, ça découle de là. Les politiques macroéconomiques sont faites venant de l'autre côté pour que nous restions là où nous sommes aujourd'hui. Tout le monde sait, tout le monde savait que ça devait arriver. Vous savez qu'une politique économique, elle s'est faite sur la base de quoi? Premier facteur de croissance de la population. C'est le BABA en économie, le premier facteur de croissance. Vous avez remarqué que tous les grands pays au monde, économiquement parlant, ont des populations, des taux démographiques élevés. Chine, Inde, même la Russie, même les États-Unis. Donc en réalité, c'est une réalité fondamentale, macroéconomique fondamentale. Donc plus les hommes naissent dans un pays, plus la croissance économique va avec. Vous comprenez? Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est aujourd'hui qu'on sait qu'il y aura un problème de... Parce que si, quand on était 7 millions, on cultivait 10 hectares, mais vous devez les multiplier lorsque la population augmente. De manière générale, ce n'est pas uniquement parce que c'est le blé. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi il y a des embouteillages, il y a ceci, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de nouvelles routes. Non, vous ne pouvez pas faire qu'en 1970, il y avait 2 routes pour arriver à la cathédrale à Yaoundé chez moi. Et que 50 ans après, il n'y a pas une nouvelle route pour partir de quartier Fouda pour arriver à la cathédrale. Mais vous vous attendez à quoi? Donc je veux dire que vous ne pouvez pas développer, aucun pays ne peut se développer si, tel qu'on le dit sur la stratégie nouvelle de développement, on dit que préférence nationale, comportement citoyen. Donc moi je dis, ne rêvons pas. Nous n'avons pas aujourd'hui une quantité, une capacité assez critique de Camerounais qui pensent véritablement prendre
les problèmes économiques, les problèmes du pays en main. Ça veut dire que tant qu'on leur donne un document, tant qu'on leur dit qu'on vous met de l'argent dans un compte, tant que vous pouvez le dépenser, sans savoir comment vous allez le rembourser, la vie peut continuer. Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, on était au point. Et je vous disais tout le temps que la politique économique du Cameroun réside en deux choses. Importation, exportation. Le ministre de l'économie du plan doit faire sa théorie économique rien que sur ça. On n'en savait pas là aujourd'hui. Alors, on revient tout à l'heure sur les solutions qu'il faut envisager pour sortir de cette affaire-là. Votre développement tout à l'heure va peut-être nous inspirer un débat qu'on va peut-être faire une autre fois sur la question du lien ou du rapport entre la croissance démographique et la croissance économique, parce que ce débat sur le malthusianisme, vous savez que chacun y va de... Souvenez-vous que lorsque le président Macron était en Afrique, il a justement fait l'observation selon laquelle on a une Afrique où la population augmente très vite et que cela représente non pas un facteur de développement, mais un facteur... Pourquoi que l'Afrique fait peur? Parce qu'elle va faire les bombes atomiques? Non, l'Afrique fait peur parce que l'Afrique va atteindre un seuil de la masse de la population qui va faire peur. Voilà pourquoi il faut dissuader l'Afrique pour que la démographie... 1 milliard 200 millions, 300 millions d'habitants, avec 60 ou 70%. Une fois que vous avez mis les politiques économiques qui sont d'abord là pour satisfaire la consommation intérieure, ce modèle économique, tous les pays qui sont sortis du sous-développement sont passés par là. Pourquoi allons-nous chercher les choses qui ne marchent pas? Pourquoi allons-nous chercher ce qui ne marche pas? Tout ce que le FMI propose, la Banque mondiale propose, n'a jamais marché nulle part. Là où les politiques économiques ont marché, c'est là où on a dévié, on a pris un autre train qui a permis des résultats. Comment? L'exemple de tous ces pays d'Asie du Sud-Est en la parfaite utilisation. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que nous allons continuer à subir cette histoire-ci, cette histoire des importations, alors que tous les jours, on crie pour dire que n'importez plus les cure-dents, n'importez plus... Tous les jours, on le dit, les drapeaux, même les drapeaux. Mais vous voulez qu'on s'en sorte comment? Donc, nous sommes de plein fouet devant nos responsabilités. Et je vous rappelle que l'Afrique et la Russie et l'Ukraine, pour revenir à ces deux pays-là, nous donnent pratiquement près de 30% au niveau des céréales. Donc, une fois qu'on a bloqué le système, tel qu'il est en train d'être bloqué par la Russie, je me demande bien comment on va faire. Et ce n'est pas aujourd'hui, et je finirai par là, qu'on va commencer à penser les problèmes d'aujourd'hui. On devait les penser il y a ça 20 ans. Donc, maintenant que nous sommes là, il faut... Et d'ailleurs, tous ces pays-là, allez regarder les budgets de recherche de ces pays-là. Parce que quand vous parlez de seulement de blé, mais c'est des gens qui font de la recherche. Vous avez vu le niveau de le budget du ministère de la Recherche? Et vous voulez faire l'industrialisation sur quelle base? Pour industrialiser, aujourd'hui, il faut avoir des capitaux qu'on n'en a pas. Il faut avoir des machines qu'on n'en a pas. Il faut avoir un secteur de la recherche fort qu'on n'en a pas. Donc, comment vous pouvez m'expliquer comment sortir de ça? Parce que pour produire plus, il faut les engrais. Même les engrais, on n'arrive pas. On n'a pas fait de recherche pour faire les engrais. Alors que pour arriver à faire des engrais, c'est de la chimie. Il faut investir dans la recherche. Voilà pourquoi je pense que la situation est très grave. Tous les pays font le stockage, tous les pays, même le Cameroun. C'est ce que fait le ministre du Commerce. Parce que quand il vous dit, pour le riz, il ne faut pas avoir peur, c'est parce qu'on sait pertinemment quelles sont les entrées qu'il y a eu au Cameroun. Donc tous les pays font de la prévision du stockage pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois. Mais je vous dis que si ça continue tel que c'est parti, 6 mois, vous allez entendre parler de ce qui va se passer. Bon, la situation est grave, elle n'est pas encore très grave. Peut-être que ce sera très grave. Elle est grave. Les entreprises camerounaises ont perdu près de 189 milliards dans le ciment, les huiles, l'industrie brassicole, puis le pétrole. Presque de 200 milliards en quelques temps. Donc ne croyez pas qu'il n'y a que les céréales. Il y a tous les autres produits qui vont avec. Ok. Emmanuel Kounié, avant de revenir sur le débat concernant le modèle économique, parce que il y a beaucoup de choses à dire là. Vous avez ceux qui pensent qu'on peut relancer la croissance par la consommation. Il y a d'autres qui proposent d'autres modèles. En tout cas, c'est ce que semblait indiquer tout à l'heure Martin. Mais je voudrais avoir votre avis déjà sur la question du lien qui y a entre cette guerre d'Ukraine, la vie chère au Cameroun. Est-ce que cette guerre, cette crise ukrainienne, par rapport à la vie chère, ce n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Je crois qu'il faut tout simplement dire que c'est la goutte d'eau. Parce que avant qu'on arrive à la crise ukrainienne, il y a eu, n'est-ce pas, la crise du Covid-19. Ouais. Et je voudrais vous faire savoir que pendant cette période
beaucoup de gens étaient en confinement. Et que même ces pays qui produisent le blé n'ont pas travaillé. Et que les transports étaient pratiquement arrêtés. Ah. Et qu'on était justement, avant que la crise ukrainienne arrive, on parlait déjà de l'inflation. Ah. De l'inflation, d'ailleurs, le GICAM, il y a, je crois que c'est le 8 mars, si je ne me trompe pas, il y a 15 jours, le GICAM s'est réuni avec l'Association de défense des droits des consommateurs pour faire constater les effets néfastes inflationnistes sur les matières premières. Et d'ailleurs, le GICAM a menacé de cesser d'importer les matières premières si l'État ne leur apportait pas un secours, parce qu'ils ne pouvaient plus arriver. Et puis il y a une réaction musclée du gouvernement. Oui, le gouvernement n'a qu'à réagir. Mais ce qui est vrai, c'est que le GICAM continue à menacer. C'est le GICAM qui est au four et au celui qui est au fait de l'opération. D'ailleurs, le ministre des Finances a décidé la réduction des frais pour pouvoir leur permettre d'avoir le coût de douane un peu... Non, j'ai comment trouvé insignifiant. C'était très insignifiant, mais le fait que le ministre des Finances demande qu'on réduise ce coût-là voudrait tout simplement dire qu'il a compris. Alors, les entreprises vous disent qu'ils ne peuvent plus continuer à importer. Ils ont dit, si rien n'est fait, alors, avant la fin du premier semestre, nous allons arrêter d'importer. Tout simplement, parce que nous n'aurons pas les moyens de faire autrement. Donc, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent à l'État de faire une révision à la baisse des prévisions budgétaires. Ce que l'État ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'on essaie, et qu'on puisse, n'est-ce pas, voir comment on peut réduire la taxe à la consommation pour que les gens puissent avoir le pouvoir d'achat et surtout qu'on puisse réduire, n'est-ce pas, certains frais, certaines taxes pour leur permettre d'avoir un espace budgétaire qui leur permet de souffler. Or, l'État lui-même est pris en tenaille parce que l'État a un budget avec le Fonds monétaire international qui est là, qui est en train de nous obliger à vivre dans l'austérité, parce qu'en réalité, et je voudrais dire que M. Ngouazigan a raison, ailleurs, quand on a vu, n'est-ce pas, des États en difficulté, la politique mise en place était la politique de relance. Vous avez vu la crise subprime, quand Sarkozy, il a failli renflouer les banques, on a apporté de l'argent frais. Mais chez nous, quand on est en difficulté, on nous prescrit plutôt l'austérité. Alors qu'ailleurs, c'est la relance, chez nous, c'est l'austérité. Ça veut dire que le Fonds monétaire international ne vient pas nous aider à nous développer. De toute façon, ce n'est pas son rôle. En réalité, chez nous, il joue carrément le rôle d'un huissier préventif, d'un conseiller en insolvabilité même. L'avocat des créanciers. Voilà, parce que quand il arrive, il vous apporte un peu d'argent, mais pour vous mettre sous perfusion. Pour que vous n'arrêtiez pas de fonctionner. Et chaque fois qu'il y a un peu d'argent, il prélève. Et il suit. Donc vous ne pouvez pas penser à une quelconque relance économique dans le contexte pareil. D'ailleurs, vous avez vu le nouveau programme économique du Cameroun où on nous a dit SND 30, on nous a dit qu'au moment où on commence cette affaire, que le principe était que le secteur privé devait devenir le moteur de la transformation structurelle économique camerounaise. Mais, alors aujourd'hui... C'est quel est le principe? Oui, c'est le principe. Oui. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les directives du budget, le budget 2022, les priorités du gouvernement, c'est quoi? Finaliser la mise en service des grands projets structurants de première génération, ils ne s'intéressent même pas. Parce que quand vous allez à Memvele, je crois que Memvele est plus sec que ce sol-ci. Il n'y a pas une seule goutte d'eau. Ils ont parlé de renforcement du processus de décentralisation. Ça, ils ne regardent même plus parce qu'ils ont dit qu'ils devaient donner 15% de je ne sais pas quoi. Ils ne s'intéressent même plus. Ils ont parlé de la... Oui, mais il n'y a pas d'argent. Ouais, voilà. Ils ont parlé de la reconstruction des zones sinistrées. Il n'y a pas d'argent. Le nord, le sud-ouest et l'extrême nord, ils n'y sont pas. Ça, c'est ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire cette année. Ils ont parlé de l'organisation de la CAN. Ils ont organisé la CAN. Ils ont parlé de la poursuite de la mise en œuvre de la couverture sanitaire. Je n'entends même plus parler de ça. Ils ont parlé de la poursuite de renforcement de la lutte contre les menaces sécuritaires. Je crois qu'ils y sont. Donc, sur les 7 points, ils s'intéressent. Ils ont fait la CAN et puis ils sont en train de lutter contre la crise sécuritaire. Pour le reste, ils ne sont plus. Monsieur Koye, ce que je voulais aussi dire, qui est très important, il faut que les Camerounais... Parce que quand je disais tout à l'heure que c'est des politiques économiques importées, comme les biens et les services sont importés, il faut encore dire cela aujourd'hui, que la monnaie a un rôle éminemment important dans une économie. Je m'explique. Le GICAM veut que, en dehors des mesures fiscales, qu'on leur donne de l'argent frais. Mais alors, comment un État qui n'a pas de souveraineté monétaire peut-il donner de l'argent frais? Aujourd'hui,
lorsque la crise des subprimes arrive, les États-Unis utilisent la planche A, les Européens utilisent la planche A, l'Afrique centrale utilise quoi? On n'a pas de monnaie. Ça veut dire que si d'aventure, nous ne pouvons pas dire la vérité aujourd'hui au Camerounais, que sans avoir le deuxième levier d'une politique économique, parce qu'une politique économique, c'est 3 volets. C'est le budget, c'est la monnaie et c'est le commerce. Alors, si à chaque fois, vous acceptez que vous ne savez faire qu'une seule chose, le budget, comment pouvez-vous arriver à... Parce que ce qui se passe aujourd'hui démontre que nous n'avons pas une stratégie commerciale, une politique commerciale efficiente. Vous savez très bien que les Européens ayant compris, l'Occident ayant compris, on a commencé par le GATT, après maintenant c'est l'OMC. C'est vous dire à quel point ces grandes puissances tiennent compte des échanges commerciaux. Vous comprenez? Mais nous autres, nous n'avons pas encore, nous n'avons pas voulu comprendre ça. Nous avons continué à penser que nous ne pouvons rien faire tant que nous ne pouvons pas décider. Aujourd'hui, nous avons sur 100 francs vendus en devises, 50 francs. Nous avons les enseignants qui grèvent. Vous croyez que si l'argent était disponible, mais le Cameroun pourrait prendre son argent et financer les 200 milliards. Mais le Cameroun ne peut rien faire. Parce que la France a décidé que, comme nous ne pouvons pas gérer un argent qui est quelque part, je parle simplement, elle est notre père et elle nous aide à garder la moitié de ce que nous vendons. Et que, comme on ne peut pas prévoir les importations qu'on peut réunir, c'est elle qui va nous dire que non, on doit garder l'argent pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, lorsque des hommes politiques, ça je le devrais dire vraiment sincèrement, évite ce débat, on ne peut pas éviter ce débat. Ce débat est central pour le développement économique du Cameroun. Ce n'est pas normal. Et puis le Cameroun n'est pas le Tchad. Le Cameroun n'est pas la Guinée équatoriale. Le Cameroun doit prendre les devants parce que sa structure économique, elle est différente. Le Cameroun peut vivre sans les autres pays, ce qui n'est pas sans les autres pays de l'Afrique centrale. Donc si nous attendons que c'est la BEAC, c'est la CEMAC qui prend le devant pour toucher les problèmes qui nous empêchent de nous développer, on va entendre trop longtemps. Je vais illustrer ça. Je vais illustrer ce qu'il vient de dire. Le GICAM voudrait qu'on lui donne de l'argent frais pour lui permettre, de toute façon, ou bien qu'on fasse un cadeau fiscal conséquent qui puisse leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir mobiliser une trésorerie qui leur permet de travailler. Mais l'État ne peut pas le faire. L'État ne peut pas le faire parce que l'État est dans des engagements. D'ailleurs, vous avez vu, quand il y a eu cette affaire de Covid-19, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que c'est le G20 qui s'est réuni et a décidé de nous mettre dans ce groupe qu'on appelait initiative de suspension de la dette. Et de ce groupe-là, on a mobilisé 230 milliards. On a dit, ce que vous deviez rembourser comme dette extérieure, gardez 230 milliards et puis, n'est-ce pas, vous la reportez contre la Covid-19. Et on a mobilisé, c'est là qu'on a trouvé les fameux 180 milliards qui a fait couler beaucoup d'encre. Et il y avait, là-dedans, il était question de faire la riposte sanitaire, la riposte économique et la riposte sociale. D'ailleurs, dans d'autres pays, il était question de payer de l'électricité gratuitement, à 3 mois d'électricité gratuite à tout le monde. Aux États-Unis, les gens ont eu $2,000 dans leur compte, tout le monde, parce que justement, c'était une situation très grave. Mais ici chez nous, les gens, quand l'argent est arrivé, quand ils ont eu les 130 milliards, ils ont partagé le butin. C'est-à-dire, on a dit tel ministère, tel montant, tel ministère, tel montant. Mais ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit la riposte à 3 phases. Riposte sanitaire, riposte sociale et riposte économique, dont les entreprises attendaient qu'on les soutienne. Mais les entreprises ont attendu jusqu'à se fatiguer, ces entreprises n'ont rien vu. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État fait donc? Dans le budget, on vous dit, il y a une ligne où on a mis 200 milliards. Les 200 milliards pour garantir les prêts des entreprises auprès des banques. De manière à ce que, si vous avez eu un prêt peut-être de 100 milliards, ou bien de 100 000 francs, et que à la fin, vous avez remboursé 90 000 francs, et que vous n'avez pas remboursé 10 000, l'État s'engage à couvrir Mais aucune banque n'a accepté de jouer ce jeu. Toutes les banques se sont retirées. Et puis, pour démontrer qu'on n'avons aucun pouvoir, n'est-ce pas, sur nos finances, l'État a choisi de recapitaliser l'UBC et NFC. 2 banques qui étaient en difficulté et qui étaient sur le point de mettre la clé sur le paillasson. Le Fonds monétaire international est en train de demander à l'État de se désengager rapidement. L'État n'a pas le droit, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, sauver des gens, des canards boiteux et remettre l'argent dedans alors que l'État a des engagements. Alors que l'État le fait parce que
il y a des gens qui ont des épargnes, c'est-à-dire que ces deux banques ferment les portes, ça peut créer beaucoup de problèmes. Donc, ils ont eux-mêmes les mains liées, et on arrive à une situation où, il a parlé tout à l'heure même de ce que nous avons comme problème avec nos enseignants et tout cela, mais nous avons un budget qui est tel que nous ne pouvons pas faire des incursions dans des moments sans l'accord du Fonds monétaire international. Nous ne pouvons pas faire des virements de crédit parce que j'ai entendu les gens dire oui, on leur paye d'abord 50%, mais on prend où? Que quelqu'un nous dise là où on va prendre. Et quand bien même vous faites ça, si d'ailleurs vous dites que vous payez tout ce que les anciens ont demandé, dès que vous payez, puisque la masse salariale mensuelle c'est 90 milliards et c'est 1064 milliards l'an, si vous payez, alors ça augmente la masse salariale. Puisque si vous les payez, vous devez continuer à les payer. Quand on vous régularisait l'intégration, les indemnités logements et tout ça, celui qui touchait 100 000 se retrouve avec peut-être 170 000. Mais ok, c'est bien, mais il faut continuer. Ça veut dire que la masse salariale augmente et vous devez supporter, je ne sais pas, c'est tellement terrible. Quand vous voyez le gouvernement traîner le pas, c'est parce qu'il n'y a pas moyen de trouver il n'y a pas de solution réelle. Sauf si vous allez dans la masse salariale qui existe déjà. Puisqu'en réalité, quand vous voyez 190 milliards, il n'y a qu'environ 60 à 62 milliards sur les bulletins de paye. Ouais. Le reste, c'est des avantages. Ouais. C'est-à-dire nous sommes en 5 comme ça, dans un bureau, on touche 100 000 tout le monde, mais il y a 2 personnes qui vont à la commission des marchés, ils rentrent avec 100 000 chacun. Après, ils vont pour le déploiement de TDR, ils rentrent avec 100 000. À la fin du mois, les 2 personnes ont 800 000, nous on n'a que 100 000. On peut donc suspendre ça et évoluer dans ce budget seulement et mettre tous les avantages à côté. Mais est-ce que c'est possible? Parce que ça va créer, en voulant résoudre un problème, on va créer un autre problème qui risque d'être compliqué. Donc l'État, notre gouvernement et l'État est dans une situation extrêmement grave. Et quand tous ces problèmes arrivent, tout ce qu'ils font, c'est de gérer comme ils ont géré la guerre du Nord-Ouest Sud-Ouest, c'est-à-dire laisser le temps faire et puis considérer que c'est une plaie et vivre avec la plaie. Parce que c'est apparemment ce que nous sommes en train de vivre. Et moi, je crois que le gouvernement doit se remuer et puis voir dans quelle mesure rediscuter avec le Fonds monétaire international. Parce qu'on est pris dans l'étau de quelque chose qui ne peut pas nous permettre de mettre en œuvre une politique économique, qui ne peut pas nous permettre de penser même une politique économique. Parce que le programme qu'ils ont mis en place, la SND 30, ils n'ont pas commencé à l'exécuter. Et puis, il y a cette affaire de import-substitution. Ils nous ont dit, oui, le principe c'est que nous devons produire ce qu'on importe de manière à exporter et puis importer moins. Bon, on a dit ça, mais nous réduire le déficit de la balance commerciale. Voici donc, ils ont dit ça en fin 2019, début de 2020. Nous avons déjà fini 2021, nous sommes en 2022. L'import substitution se manifeste à quel niveau? Parce que c'est l'élément clé, n'est-ce pas, de ce programme. Donc si on ne peut pas arriver, parce que l'import substitution suppose que les entreprises produisent. Le riz déjà. Ouais, les entreprises. Alors, d'ailleurs, le GICAM est en train de se plaindre parce que le GICAM est devenu, tous les membres du GICAM sont devenus des BAM. Le type industriel n'existe pas. Ça ne peut d'ailleurs pas exister parce que l'énergie même n'existe pas. Et en économie, on dit que l'économie elle-même n'est que l'énergie transformée. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas parler d'économie. Or, chez nous, c'est tous les jours, il n'y a que des délestages. Et je veux vous dire que des barrages, quand j'ai dit tantôt, même vu le on a mis plus de 400 milliards, et vous vous rendez compte que là-bas, à l'heure où nous parlons, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau. Parce qu'on n'a pas envisagé, n'est-ce pas, comment vous appelez encore ça, les retenues pour pouvoir, n'est-ce pas, ravitailler le barrage. Alors, comment est-ce que nous pouvons fonctionner? C'est très compliqué. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on repense notre politique économique. Et que ce type de programme, parce que quand on voit le SND 30, c'est d'autres gens qui écrivent et qui viennent donner à nos dirigeants. Et puis, les gens essaient de faire le copier-coller. Et puis, on nous dit, voilà le programme économique. Mais est-ce que, quand vous regardez, vous comprenez qu'ils n'ont pas... D'ailleurs, le DSE, en 2014, ils se sont rendus compte que ça ne pouvait pas fonctionner. Ils se sont arrêtés. Et je crois que c'est même le maire de la ville d'ici qui a été chargé, n'est-ce pas, de faire cette évaluation à mi-parcours. Il a proposé les plans d'urgence. En 2014, on a des plans d'urgence pour l'accélération de la croissance, 900 milliards. Plan d'urgence jeunes, 102 milliards. Plan d'urgence pour le septentrion, je crois que c'était 600 milliards, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, personne ne nous fait le rapport des plans d'urgence. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut nous dire ce qui s'est passé dans le cadre de ce plan d'urgence-là? Donc, vous ne pouvez pas avancer
sans rendre compte et penser que, sans évaluer votre travail, sans faire le bilan de ce que vous avez fait et penser que vous allez pouvoir, n'est-ce pas, mettre sur pied une économie qui puisse tenir. Est-ce que ce n'est pas l'un des talons d'Achille de ce gouvernement en matière justement de gestion et de gouvernance, Projet Kamchan, la communication sur ce qui est fait? On a vu dans d'autres pays, depuis le début de la crise ukrainienne, on voit comment le gouvernement communique, explique aux populations quels sont les enjeux, comment ça avance, quelles sont les conséquences et quelles sont les mesures qui sont envisagées pour pouvoir amortir les contre-coups. Est-ce que dans le cadre du Cameroun, en tant que journaliste, vous avez le sentiment qu'il y a eu cette approche du gouvernement dans la communication, dans l'explication, dans la pédagogie pour amener les populations à faire bloc, à faire une sorte de synergie autour justement de ce gouvernement-là pour faire face à la crise ukrainienne? Alors, j'ai bien peur que si vous vous alignez sur ce que les précédents orateurs ont dit, vous êtes en train d'adouber l'attitude du gouvernement. Parce qu'on fait exactement ce que le gouvernement veut. C'est-à-dire donner, laisser croire au peuple qu'il n'y a pas de l'argent. Je vais m'appuyer sur des cas de figure concrets. Il y a 6 mois, nous analysions les données contenues dans Comtrade, qui est une plateforme des Nations Unies qui analyse les échanges entre les pays. Alors, on avait constaté quelque chose de formidable, c'est que les données, par exemple, que nous avions analysées de 2012 à 2017 indiquaient que ce que le Cameroun déclarait au Cameroun au fisc, comparativement à ce que les étrangers déclaraient dans leur pays, pour le Cameroun était plus bas. Et donc, le dessus, les fonctionnaires se les taillaient. Ça, je vous prends un cas de figure. Monsieur Mbazinga a dit quelque chose, c'est qu'on n'a pas de machine. Je voudrais lui rappeler qu'on a beaucoup de machines dans les bourses à Ivolova. Ça, je voudrais qu'on n'oublie pas cela. Je voudrais également vous rappeler comment on laissait croire M. Kounié et tous les autres qu'il n'y a pas de l'argent. Mais en réalité, lorsque vous analysez l'attitude du gouvernement, vous comprenez que c'est une question à la fois de priorité, d'intérêt politique et même personnel. Parce que quand vous voyez comment les choses se financent au Cameroun, vous voyez comment les enseignants souffrent, on est déjà rendu à la 5e semaine. On a comme l'impression qu'au-delà d'un petit discours laconique, sorti par le secrétaire général du président de la République qui substitue désormais le président, on a comme l'impression qu'après le durcissement des enseignants, Yaoundé face au mur et donne l'impression qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Mais je voudrais quand même vous rappeler que lors de la préparation de la CAN, on a quand même vu la vitesse de décaissement qui se chiffrait en termes de milliards. Or, pendant que vous dites qu'il n'y a pas de l'argent, on est en train d'arrêter des domestiques dans des domiciles de personnalités, en train de se mettre les 250 millions dans les poches. 800 millions dans les poches, pour ne citer que ces cas, et d'autres ministres. Alors, comment on fait pour que cet argent-là se retrouve dans des domiciles? Je voudrais par ailleurs vous faire remarquer qu'il est fort probable qu'autour de ce pouvoir, qu'il y ait des vannes qui soient ouvertes pour que certaines personnes se mettent plein les poches, se taisent. Parce que tant qu'ils vont menacer de devenir candidats à la prochaine présidentielle, on va quand même voir des dossiers de milliards sortis dans des journaux par-ci, par-là. Donc j'ai la faiblesse de croire. Je voudrais me comporter comme quelqu'un du sous-quartier pour dire en réalité que Yaoundé a des priorités qui ne sont pas les priorités du petit peuple. On a augmenté le pain de 50 francs, c'est officiel. Combien de Camerounais? Parce que quand je regarde les chiffres, c'est environ 1 million de pains qui sont produits tous les jours au Cameroun. Imaginez combien ça coûte. Mais maintenant, vous avez l'association des meuniers qui crie qu'on n'arrive pas à importer. Or, par ailleurs, on a vu toutes les mesures fiscales qui ont été prises. Si vous comparez maintenant à la pression fiscale au Cameroun, ça je parle sous le contrôle des économistes qu'il y a sur le plateau, il y a encore quelque chose à dire et à se mettre. Mais ce qu'on oublie, c'est que les Bayamsen Lam dont M. Kounié parle ne sont pas ceux qui souffrent. Ceux qui sont à Yaoundé ne sont pas ceux qui souffrent, parce qu'allez voir le chez eux. Ce sont les brasseries qui déposent des quantités de boissons par mois. C'est telle boulangerie qui donne. Ils n'achètent pratiquement rien de leur poche. Du coup, ils ne peuvent pas ressentir. Ceux qui ressentent, ce sont les petits citoyens qui sont à Village, qui sont à Dogbon, qui sont à Bayangam, qui sont à Fumban. Voilà des gens qui ressentent. Et ce sont eux qui supportent toutes ces charges-là. Peut-être avant de conclure, Emmanuel Kounié, est-ce que lorsque vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement n'a pas de moyens, est-ce que vous avez pensé au fonds de souveraineté? Non, les fonds de souveraineté sont... Parce que quelqu'un justement a évoqué la possibilité qu'il y a de mobiliser. Les gens ont dit qu'il faut aller à la SNH, les fonds de souveraineté, tout. Je voudrais vous faire savoir que
tous ces fonds sont tracés. Le Fonds monétaire international trace tous les fonds à la date d'aujourd'hui. Vous avez vu, les gens ont même dit que tout l'argent de Covid-19 était détourné. Bon, vous avez vu, on a, il y a la Chambre des comptes de la Cour suprême qui a fait un rapport. La CAN s'est terminée. Et la CAN, on a fini de jouer, on a déjà joué la CAN. Mais est-ce qu'on en parle encore? Il y a une gestion opaque qui se trouve quelque part. Parce que lui, il a dit qu'on a vu, quand c'était la CAN, on a vu l'argent circuler. Et puis, il faut faire très attention. Quand nous parlons de l'argent, nous parlons du budget et des mécanismes. Il ne s'agit pas de l'argent. Si les gens ont sorti de l'argent du circuit économique, ils ont planté dans les oreillers, ce n'est pas avec cet argent. Tout ce qu'on peut faire, c'est les amener à remettre cet argent au trésor. Mais comme le système, c'est ceux qui prennent des décisions, qui ont sorti cet argent pour mettre dans leur chambre, parce que vous voyez quelqu'un ici qui construit 10 niveaux, il ne va jamais à la banque. On dit le ciment est fini, il faut 2 millions. Il va acheter 2 millions à la maison, il vient donner. Il faut payer les employés, c'est 50 millions. Il va prendre à la maison, il vient donner. Donc ils ont sorti tout l'argent du circuit économique. Ils ont mis dans la périphérie du circuit économique. Et puis cet argent n'est pas traçable. Ce qu'il faut donc peut-être, c'est peut-être d'instaurer peut-être le train de vie, un impôt sur le train de vie, pour demander à ces gens-là de ramener de l'argent, pour faire en sorte que les gens déclarent leurs biens, ou bien les appeler et leur demander de ramener de l'argent. Mais ça, c'est une mesure politique. Mais pour ce qui existe, nous ne pouvons travailler que sur des données que nous pouvons voir. Oui, justement, mais M. Kounié, c'est que je voudrais vous faire remarquer que vous dites exactement ce qu'ils attendent. Oui, mais... C'est-à-dire que vous avez l'instrument de l'État qui est ce budget sur lequel vous vous appuyez pour faire toutes ces lectures qui sont, somme toute, des bonnes lectures. Mais sauf qu'à côté, le stratagème qui est monté, c'est que on vous présente le budget, on vous présente les comptes de l'État, mais derrière, on a ouvert des vannes et il y a des gens qui s'approvisionnent. Et en front office, on vous donne l'impression qu'il n'y a pas de l'argent, mais exactement, il y a des gens qui construisent des immeubles. Il y a des gens qui sont impactés dans les rétrocommissions. Le cas de la Covid, par exemple. Le cas de la... Oui, non, mais en fait, c'est la corruption, je suis d'accord, mais au moins, rappelons-nous que ça sort du circuit formel pour se retrouver dans le circuit informel. C'est pas un argent qui est tombé. Je suis d'accord. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, vous savez, nous sommes dans un référentiel avec des gens qui nous gouvernent. Si Assimi Goïta arrive ici maintenant, il mobilise tout ça. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de se tirer une balle dans le pied. Il y a deux choses. Ou bien on leur dit de partir et puis nous essayons de mobiliser ces fonds-là. Ou ils sont là et ils vont mobiliser tous les fonds, sauf ces fonds dont vous parlez. Bien puisque sûr. c'est leur politique. Donc, maintenant, dans cette situation, parce que nous ne pouvons dire que ce qui est faisable. Nous ne pouvons dire que ce qui est faisable. Si nous rentrons dans ce domaine, alors nous sommes presque certains qui n'accepteront pas d'aller vers là. Et tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être d'avoir une autre administration, un autre gouvernement qui peut le faire, mais ça ne peut pas être ceux-là. Maintenant, si nous en pensons que c'est eux qui doivent nous gouverner, alors c'est pour ça que j'ai dit, pour ceux qui sont en train de crever, on peut régler leurs problèmes en piochant dans ce qui existe. C'est-à-dire que le budget qu'ils ont mis en place pour le personnel de l'État, on rentre dedans. On dit, OK, voilà des gens qui sont en train de mourir, ils n'ont pas leur argent, alors que d'autres sont en train de s'engraisser. Faisons en sorte qu'au moins dans ce domaine, que les gens soient tous égaux. Et on prélève cet argent mois par mois, et puis on essaie d'éponger. Sauf qu'on le dit depuis au moins 5 ans dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État. Pour autant, est-ce que les Prados, on n'en achète pas? Mais ce n'est pas le train de vie de l'État. Ils ne réduisons jamais le train de vie de l'État. Ils vont vous dire que c'est les derniers vestiges de l'État. Un sous-préfet ne doit pas se balader avec des chaussures déchirées, avec un col comme ça, ou bien aller avec une voiture qui crève en route. C'est eux qui représentent l'État. Ils vont vous dire que c'est la manifestation de l'État. Et l'État, après Dieu, c'est l'État. C'est ce qu'ils vont vous dire. La preuve, c'est que... La preuve, M. Kounié, c'est que pendant que les enseignants pleuraient, on a quand même réussi à médiatiser des Prados qu'on remettait. C'est justement pour démontrer la puissance publique, la puissance de l'État. Donc, n'entrons pas dans ce débat. Si on veut régler ce problème, où est-ce qu'on trouve l'argent? Tapons là où l'argent existe. J'ai dit qu'on peut prendre dans la masse salariale qui est de 90 milliards par mois. Prendre tout ce qui n'est pas dans les bulletins de paie. Et si on prend, par exemple, 25 milliards, 1, 2, 3, 4 mois, je crois qu'on peut... Et puis, il faut expliquer, vous avez parlé de communication tout à l'heure, il faut expliquer à ces gens-là que voilà la situation. Parce qu'on a dit tout à l'heure, on est en crise, le Fonds monétaire international nous impose l'austérité, mais on ne peut pas relancer une économie par l'austérité. On a dit tout à l'heure qu'on relance par la demande ou par l'offre, mais quand vous relancez par l'offre, ça veut dire que vous financez les entreprises. Quand vous relancez par la demande, ça veut dire que vous nous augmentez le pouvoir d'achat.
Ça veut dire qu'il faut trouver des moyens pour mettre dans le circuit. Mais on ne peut pas relancer l'économie en provoquant le... Donc, le Fonds monétaire international n'est pas là pour qu'on relance notre économie. Le Fonds monétaire international est là. Je vais revenir pour conclure sur la communication, sur la dernière question, pour dire en réalité que c'est tout à fait normal que le gouvernement ne veuille pas communiquer. C'est un gouvernement qui fonctionne comme une mafia. La règle d'or, c'est la loi de l'Ormeta. Alors, vous allez remarquer comme moi, si vous vous permettez plusieurs grilles d'analyse, qu'on a un gouvernement qui est dans une posture de communication défensive, jamais dans une communication prospective ou encore anticipative. Et cela dénote donc de tous les couacs qu'on peut observer à chaque fois qu'on a par exemple des conférences de presse. Rappelez-vous la toute dernière conférence de presse qui réunissait au centre le ministre de la Communication et tous les autres ministres qui étaient concernés par les questions de gestion du personnel et des enseignements. La crise des enseignants. Et vous voyez tout ce que cela a créé. Donc en fait, c'est généralement quand vous analysez les effets de cette communication gouvernementale, ça crée toujours l'effet inverse. C'est-à-dire au lieu de rassurer les citoyens, ça permet plutôt aux citoyens de se poser beaucoup de questions sur plusieurs poches qui sont des poches qui ne sont pas assez claires. Et c'est tout à fait normal parce que déjà, si vous avez au niveau de la Constitution un article dont on n'arrive pas à assurer ou alors avoir son décret d'application qui, comme M. Kouni disait, où on a des gens qui déclarent leurs biens à l'entrée et à la sortie de leur fonction. C'est normal qu'on soit dans ce café-naum. Si vous avez par exemple la caisse noire de la SNH où le secrétaire général représente toujours le président de la République et que c'est la caisse vers laquelle on court à chaque fois qu'on a des besoins au niveau de la présidence de la République et que parfois le ministère des Finances ou alors d'autres structures de contrôle ne peuvent pas y accéder parce que c'est la chasse gardée du président de la République, cela y va de soi. Ça, je vous fais donc des différents contrats que le Cameroun signe avec d'autres partenaires dont vous n'avez pas la moindre copie pour savoir quelle est la part réservée à l'État du Cameroun. Vous voyez, il y a autant de choses qu'on mélange et toutes ces vannes dont je parlais, où vous avez des gens... Mais je vais dire, c'est tellement ahurissant. Et quand vous faites une analyse du système de fonctionnement du gouvernement, vous avez l'impression que ça coince. Ça coince vraiment. Rappelez-vous des titres des journaux de ce matin, d'hier. Vous avez comme l'impression qu'en souterrain, il y a tout un combat entre les différents clans. Et ce gouvernement qu'on appelle chaque jour comme si ça allait résoudre un problème. Paul Biya est presque à 40 gouvernements de remanier depuis qu'il est au pouvoir. Pour autant, qu'est-ce que ça a changé au panier de la ménagère? Et je tiens même à vous rappeler, et suivez mon regard, que les problèmes de gouvernance vont créer au Cameroun. On ne sort pas de l'auberge. Donc pour ma part, je crois qu'il faut aller un peu fort et d'un cran. Au risque que le gouverneur du littoral ne rappelle à Equinox que quelqu'un appelle à un soulèvement populaire, je voudrais au moins rappeler aux citoyens qu'ils ont des droits à exercer en demandant des comptes à leur gouvernement. Mais c'est cette passivité qui fait en sorte que Yaoundé peut être arrogant, peut être orgueilleux, comme on constate actuellement. Alban, venons-en aux solutions. On a une guerre qui a déclenché en Ukraine le 24 février dernier. Les conséquences en Europe sont terribles. Il y a des répercussions sur le continent et dans notre pays. Les uns les autres ont expliqué tout à l'heure qu'en réalité c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'on a déjà une économie qui avait quelques soucis déjà pendant la pandémie de coronavirus et même longtemps avant la pandémie du fait de sa structuration. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour ressortir l'auberge? On a vu les conséquences de cette crise. On a parlé tout à l'heure de l'augmentation du prix de la farine avec comme principale incidence l'augmentation du prix de la baguette de pain. On a également d'autres produits sur le marché qui augmentent. On se souvient que l'association des importateurs a tenu une rencontre à Yaoundé récemment justement pour indiquer qu'il fallait qu'on augmente les prix des produits parce qu'au niveau de l'importation, au niveau justement des importations, il y avait des surcoûts qu'il fallait pouvoir gérer, maîtriser. On a donc une flambée généralisée des prix sur les marchés. Qu'est-ce que le gouvernement de la République peut faire? On a vu dans d'autres pays comment est-ce que les politiques ont été mises en place pour gérer le contre-coup. Qu'est-ce qui reste à faire à Yaoundé pour pouvoir faire amortir le choc du contre-coup de cette crise ukrainienne ou en tout cas pour faire amener les populations à avoir une autre idée, une autre vision en tout cas meilleure que celle qu'on a aujourd'hui en ce qui concerne les prix sur les marchés? Ok, Duval. Déjà, je vais revenir sur un point et je vais rebondir sur ce second point après. Le premier, c'est que la crise ukrainienne nous annonce une autre guerre, si on peut appeler crise ou guerre.
La crise ukrainienne, actuellement, nous annonce au niveau du Cameroun une autre crise qui va se produire dans le prochain semestre. Ne vous effrayez pas, hein, Albert. Non, c'est déjà effrayant la situation, absolument. C'est la crise monétaire. La crise monétaire. La crise monétaire. Vous avez suivi le communiqué de la Russie ce matin qui a annoncé aux Européens, aux Occidentaux, que ces prochaines ventes de gaz et de pétrole se feront en rouble. En rouble. Vous avez suivi en début de semaine, n'est-ce pas, l'achat de 3,5 millions de barils de pétrole fait par l'Inde à la Russie en roupies, échange roupies-rouble. C'est un projet mûri depuis les années 2004 par la Russie et la Chine, mais dont il tardait à mettre en œuvre. C'est un projet de dédollarisation. Dédollarisation de l'économie mondiale. Mais dont il tardait à mettre en œuvre. Pourquoi? Il tardait à mettre en œuvre pour ne pas irriter le géant américain. Vous savez que les États-Unis, lorsqu'ils sont dos au mur, ça sort comme ça sort. Alors donc, je vous dis, la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, n'appelons pas ça guerre, d'autres appellent ça invasion. Moi, j'appelle ça police. L'opération militaire. L'opération militaire en Ukraine donne le courage, n'est-ce pas, de poser certains actes qui depuis étaient dans le tiroir, c'est-à-dire la dédollarisation de l'économie. Et attendez-vous que les États-Unis vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de compenser la perte qu'ils vont voir. Parce que le dollar, c'est leur première marchandise. Lorsque vous faites tous les achats, quand vous faites des achats à l'international, ils ont des commissions sur tous les achats qui se font à l'international. Si les gens ont fait des achats sans le dollar, ils n'ont plus de commissions. Ils vont voir leurs revenus baisser. Et ces revenus qui baissent, il faut qu'ils les compensent. Donc, ce que j'appelle crise monétaire semestrielle qui pourra s'annoncer, et il faudrait déjà que ceux qui importent sur le marché international, dans le Cameroun, tout à l'heure j'ai dit que nous vivons entièrement des importations. Alors, donc il faudrait donc que ceux qui importent sur le marché international se préparent à cette crise monétaire qui va se produire dans les prochains mois. Parce que les États-Unis vont réagir, et nous ne savons pas que cela peut créer. Avant de développer sur la question que j'ai posée, ça renvoie à une vidéo qu'on a échangée, Martin, sur la question justement de cette dédollarisation de l'économie mondiale. Quels peuvent être les effets de ce mouvement-là sur le continent et sur notre pays? Pas simplement sur le continent, dans le monde. monde, puisque, vous savez, les États-Unis, c'est le seul pays qui malheureusement a une monnaie qui n'est pas en conformité avec la valeur de son économie. Vous le savez au moins. Le dollar est surévalué par rapport à la valeur de l'économie américaine. Vous le savez au moins. Vous le savez au moins que le dollar est surévalué, comme le franc CFA est surévalué par rapport au franc français. C'est la même chose. Les États-Unis vivent à crédit. C'est le pays le plus endetté au monde. Donc, un pays ne doit pas... Vous savez pourquoi cette Russie est forte aujourd'hui, économiquement parlant? Budget excédentaire, endettement nul. Tout à fait. Pays exportateur. Quand je dis, je ne veux même pas aller là, parce que si on va là, on ne obtient pas l'émission. C'est la guerre de l'Ukraine, la guerre Ukraine-Russie, a permis, justement à beaucoup de gens, de savoir que ce pays qu'on appelle la Russie est une puissance économique hors norme. Une puissance du charbon, de l'acier, des céréales, du gaz, du pétrole, du bois. Oui, du bois. Ce pays est d'une... C'est-à-dire que c'est des travailleurs, en plus de ça, la haute technologie militaire, pendant que les Américains pensaient posséder des choses avec les porte-avions, la Russie s'est repliée, elle a travaillé, elle a financé la recherche. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que ce qui se passe aujourd'hui doit nous permettre de laisser l'économie terre à terre là, de bavardage dans les télés, de reculer et de poser les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est de dire quoi? Comment faisons-nous pour que ce que nous consommons, qu'on puisse produire la quantité déjà qui satisfait le marché local et après le surplus à l'exportation. Oui, donc, comment donc nous pouvons faire aujourd'hui pour que sur la base de ce que nous avons comme parce qu'ils nous tiennent, c'est l'histoire de moi, on ne peut rien faire sans tant que, et je vous rappelle encore que de tous les pays africains, les 10 meilleures économies africaines, il n'y a aucun pays de la zone franc CFA.
Ça ne vous dit rien. De tous les pays, les 10 pays meilleure économie du monde, il n'y a aucun pays de la zone. Alors qu'on nous vend la Côte d'Ivoire, on nous vend le Cameroun, il n'y a aucun pays parmi les 10 premières économies du monde. Alors que les pays qui sont là sont des pays dont on pense être des petits pays. Et tous ces pays-là ont leur propre monnaie. Donc la question monétaire dont tu es en train de parler, attendons-nous à des chocs encore plus durs. Parce que nous ne sommes pas sûrs, puisque nous n'avons pas les mains libres. À chaque fois qu'on doit prendre une décision, là je réponds à mon frère qui est à côté, parce que quand on parle du budget, l'argent n'est pas stocké quelque part. C'est pas la trésorerie. C'est pas, c'est-à-dire que quand les maîtres, il faut leur dire ça, il faut leur dire la vérité. L'argent n'est pas stocké que quand tu dis que tu prends, tu prends. Non. L'argent de la SNH est contrôlé par la Banque mondiale et le FMI. Ça veut dire que si vous touchez, puisque à l'époque où Aïdjo créait les entreprises, le pétrole était hors budget, donc il faisait l'argent du pétrole, ce qu'il voulait. Aujourd'hui, les ajustements structurels interdisent ça. Vous ne pouvez pas bouger une ligne de votre budget sans que le maître qui est là, hein, vous tape sur le pied et vous dites que vous ne pouvez pas. Parce que si vous touchez, vous allez déscriver votre budget. Donc, ils ont approuvé le collectif budgétaire. Ils ont approuvé le collectif budgétaire. Je crois finalement que c'est lui qui m'a compris. Et je veux dire, il y a à côté le principe auquel vous faites allusion en vous basant sur l'instrument qui vous guide ou qui guide vos réflexions, qui est le budget. Mais il y a à côté des gens qui ont fabriqué des stratagèmes pour contourner cela et être à l'aise. Et Paul Joël et Martin, peut-être, je vous pose une question que les téléspectateurs doivent être en train de se poser au quartier justement par rapport à ce débat. On a quand même vu que en plein ajustement structurel au Cameroun, on a trouvé le moyen de faire un montage financier pour acheter un avion. Par exemple, un cas, voilà. Des institutions financières internationales. Alors que ce n'était inscrit nulle part dans le budget. Non, c'est pour ça qu'on dit que l'économie a besoin de transparence. Oui, absolument. S'il n'y a pas de transparence, vous avez vu quelle est la conclusion de cette opération. Donc, ce que je veux dire pour le FMI, vous avez vu que pendant que nous sommes en difficulté, où les maîtres ont besoin d'argent, le FMI a débloqué tout récemment 80 milliards de poussières pour loger ça vers des gens qui sont en déplacement. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que le Cameroun a des problèmes de vous voyez que l'argent circule, non? Vous voyez que ça... Le FMI a quand même réussi à donner au Cameroun un prêt de plus de 80 milliards pour les réfugiés, pour qu'on s'occupe de les. Donc, les priorités, quand on n'est pas la souveraineté monétaire, ne sont pas les mêmes, vous ne les gérez pas de la même manière. C'est celui qui vous donne l'argent qui vous impose, et ça, il faut en sortir. Je veux on indiquait tout à l'heure que je crois qu'on s'est mis d'accord sur la crise monétaire. Sur la crise monétaire, oui. Alors, je vais vous donner, parce que je sais que les économistes du MINDEPAC nous écoutent actuellement, puisqu'il faudrait qu'ils commencent à faire de la stratégie. Donc, je voulais profiter pour leur donner des pistes de réflexion pour anticiper sur la prochaine crise qui sera dans quelques mois. Ils connaissent tout ça. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc, l'autre indicateur qui annonce la crise monétaire, c'est que l'invasion de l'Ukraine libère les énergies, apparemment. Parce que le gouvernement français, par exemple, vous savez que les États-Unis se sont beaucoup enrichis avec le régime des sanctions. C'est-à-dire que le régime des sanctions, qu'est-ce qui se passe? Ils sanctionnent l'Iran, par exemple. Personne ne doit pas commercer avec lui. Et les sociétés françaises, anglaises, européennes, chinoises, qui commercent, même s'ils achètent les beignets en Iran, sont sanctionnés par les États-Unis. Et on les sanctionne $1 milliard. Je crois que BNP Paribas a payé récemment, ça fait moins de 2 ans, $7 milliards. Parce qu'il a fait des transactions, il a eu des transactions financières avec l'Iran, qui était sous sanction économique américaine, qui était sous sanction. Donc je vous dis, l'invasion en Ukraine libère les énergies parce que les pays européens aussi sont dit, mais pourquoi chaque temps? C'est pourquoi. Comme la Russie se dédollarise, il faudrait que nous aussi on commence à réfléchir. Parce que quand nous faisons des échanges en dollars, nous sommes exposés à la justice américaine qui peut nous soutirer comme il veut pour combler ses déficits 20 à 30 milliards. Alors bon, ça c'était ce premier sujet pour annoncer cette crise dont il faudrait qu'on anticipe. Je reviens maintenant sur la préoccupation que vous avez suggérée. Le Cameroun a maximum 5 produits qui le produisent les devises, 5 produits d'exportation. Nous avons le pétrole, avec le gaz, nous avons le bois, nous avons le coton, nous avons le café quand même. Le café et le cacao. La banane.
Bon, la banane, non. La banane, Et le caoutchouc dans le monde. La banane, non. Le caoutchouc, c'est pas... La banane, le caoutchouc n'entre pas dans le PIB. Vous savez, vous avez entendu parler, dit parfois que la banane, elle est française. Elle entre dans la production nationale française. Allez faire des recherches. Je me limite aux 5 produits dans le Cameroun, importe, et donc sur lesquels elle a la souveraineté. La crise du Nord-Ouest, depuis 2016, a bloqué une bonne partie de la production de cacao. Et les contrats, parce que les productions qui sont faites dans les prochaines années, on sont déjà vendues. Comme le bois. Ça veut dire qu'il y a déjà des contrats préfinancés sur ces différents produits. Donc ça veut dire que les revenus du Cameroun aujourd'hui sont réduits parce que nos matières premières, quand vous n'avez plus d'argent pour acheter un produit, on dit ok, comment tu produis par an 100 tonnes de cacao, vends-moi ta production en avance. Comme au village on faisait avec nos parents, on venait donner de l'argent, on dit bon tu produis 20 sacs de café, prends l'argent de ça et l'année prochaine tu me vends ton café. Donc nous avons déjà les contrats de production sur 5 ans. Wow. Parce qu'il faut rembourser les différents créanciers. La solution aujourd'hui, c'est d'abord au niveau des Camerounais. Devant les familles, j'invite les familles à commencer à revoir le plan de dépenses, le budget de dépenses. Il faudrait que nous commençons à consommer ce que nous pouvons nous procurer aussi facilement, sans besoin de devises. Et s'il faut inviter le gouvernement à poser des actions pour réduire les importations, il faut déjà commencer par produire le riz. Parce que ça ne sert à rien que chaque année on chante qu'il nous faut réduire les importations. Mais le simple riz. Donc, la sémérie produit déjà. On ne renforce même pas pour réduire les importations. Parce que les matières que nous bouffons, les devises, il y a du riz, du poisson et du blé. Les 3 principales produits alimentaires que nous bouffons les devises. Environ 500 milliards de devises par an. Donc je pense que, et vous savez, commencer aujourd'hui un processus de production parce que la crise monétaire qui arrive risque de nous orienter vers la dévaluation. Et quand on parle de dévaluation, on parle de doubler, en fait, de renchérir, de doubler ou bien de multiplier les coûts d'achat des matériaux de production à l'international. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous achetez une machine de production peut-être à 100 millions, s'il y a des valorisations à 30% ou 50%, vous l'achetez à 150 millions. Absolument. Et cet argent, on ne l'a pas. Et si on achète ces matières plus chères, ça fait que les produits finis vont revenir plus chers. Pour l'instant, il n'y a pas trop de solutions parce que nous n'avons pas anticipé. Mais là, il faut maintenant commencer à travailler, à anticiper les futures crises, parce que les crises risquent de se succéder. Très bien. On a sorti l'émission rapidement, Emmanuel Pougnier, sur les mesures qui peuvent être envisagées par le gouvernement aujourd'hui. C'est vrai, vous avez semblé indiquer tout à l'heure que ce gouvernement est dos au mur, mais il y a quand même des pistes, des issues de secours, non? Oui, les issues de secours, c'est que le gouvernement doit pouvoir déjà avoir l'honnêteté, n'est-ce pas, je veux vous dire, en 2008, le président de la République a signé un décret pour créer la caisse de dépôt et consignation. Cette caisse est ravitaillée par au moins une trentaine de sources. C'est-à-dire que dedans, on met les fonds qui sont dans les comptes bancaires non mouvementés, les consignations qu'il y a dans les tribunaux, les fonds de contrepartie, les fonds séquestres, les fonds que les notaires manipulent, les fonds d'indemnisation, etc. En France, par exemple, c'est dans cette caisse qu'on prélève l'argent pour construire les logements sociaux. Et les experts vous disent qu'au Cameroun, ce que nous perdons en une année, c'est plus de 500 milliards. Ces fonds existent, c'est des fonds latents qui sont entre les mains des gens, qui manipulent. Moi, c'est la 20e fois que qu'on parle de cette affaire. Les textes sont là, le texte de 2008, je vais vous envoyer le texte. Personne, ça veut dire que c'est des fonds qui financent la corruption. Voilà donc les enseignants qui ont besoin juste peut-être de 300 milliards. Et je vous dis que cette caisse peut permettre de mobiliser 500 milliards par an. Et le texte est signé depuis 2008. Et cette caisse n'a jamais été mise en place. D'ailleurs, on nous a fait dire que le ministre des Finances a envoyé les nominations des responsables à la présidence et que c'est resté là-bas. Donc, ne serait-ce que des organismes comme ceux-là, qui nous permettent de mobiliser les fonds latents, qui existent, qui peuvent nous permettre de régler un minimum de problèmes. Nous avons 11 000 milliards de dettes sur un PIB de près de 24 000 milliards. C'est-à-dire que si nous pouvons mobiliser ces fonds-là,
Nous pouvons déjà penser que nous pouvons même faire comme le président du Ghana a fait à un moment donné, dire au Fonds international que si vous avez réchelé notre dette, nous sommes prêts à commencer à rembourser une partie de la dette d'anticipation pour sortir les taux de cette affaire. Parce que tant qu'ils sont là, nous n'avons pas la maîtrise de notre finances. Nous n'avons pas la maîtrise de notre économie, nous ne pouvons pas avoir la maîtrise de nos programmes économiques. Donc ce que je peux dire ici aujourd'hui, c'est que si on veut payer les profs, qu'on mette sur la caisse dépôt et consignation et qu'on renvoie qu'on demande à cette caisse de payer ces gens-là, cette caisse pourra les payer sans problème. Très bien. Martin Mazin, on sort de l'émission. Non, je pense que cette caisse qui existe sous diverses formes, l'argent ne dort pas, cet argent-là est bien utilisé pour d'autres choses. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à mettre en place. Parce que si cet argent pouvait être disponible demain matin, on sortirait le truc et puis voilà. Donc, ça, c'est un point important. Je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas, mais ça devrait se faire. Le second point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'en réalité, nous sommes face à quelque chose qui concerne le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture. Nous savons que ce n'est pas avec l'aide extérieure que nous allons développer notre agriculture, parce que si on la développe, on ne va plus importer. Donc, du coup, je pense qu'il faudrait vraiment nous dire où est la banque agricole. Je vous rappelle que la banque des PME avait été créée au même moment que la banque agricole. C'était... une minute. Vous avez dit que cette caisse existe. Parce que l'argent, les fonds, par exemple, qui sont dans les banques, qui ne sont pas mouvementés, elle existe comment? Puisque ces fonds sont là-bas, dans les banques. Et on sait comment les gens se servent. Cette caisse n'existe pas. L'argent est entre les mains... Pas qu'elle existe. Non, l'argent est entre les mains des gens inexperts. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne doivent pas manipuler ces fonds. Les fonds séquestrés, tous ces fonds-là, c'est entre les mains des gens et ces gens se servent. Ils sont placés par exemple obligataires. Ces gens se servent. Donc en réalité, quand je dis que la caisse n'est pas constituée, parce que ce n'est pas formellement, elle n'existe pas. Mais cet argent justement sert. Quand on dépose cet argent auprès des banques, les banques font quoi? Elles vont prêter, elles font les mouvements, elles vont acheter ce qui est des emplois obligataires. Bon, ce que moi je pense, pour vraiment être concret, nous sommes aujourd'hui en 2022, en mars. Il faut que l'État du Cameroun accepte d'investir massivement dans le secteur primaire. C'est-à-dire le secteur primaire, augmenter les quantités de production. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si on se met à faire réunion sur réunion, on va y passer 6 à 7 mois, nous allons perdre du temps. Parce que pour le moment, personne ne sait comment cette crise va se terminer. Donc, activer l'ouverture de cette banque, parce qu'en réalité, les Camerounais ont un problème d'accès au financement. Tout le monde le sait qu'aucune banque normale ne peut financer, une banque commerciale ne peut financer l'agriculture. Vous comprenez? Donc, si nous voulons faire face à ce problème de déséquilibre des produits de première nécessité, il faut absolument que l'État s'y implique, parce que ce ne sont pas les banques commerciales qui vont le faire. Mais ils vont nommer les fonctionnaires. Ils ont créé la banque des PME. On a mis de l'argent dans les fonctionnaires en tout prix. Vous allez faire que la banque agricole et remettre les fonctionnaires dans cette affaire? Alors, justement, parlant de fonctionnaires, il faudrait rappeler que nous n'allons pas donner des solutions magiques ici autour du plateau. Ce n'est pas ces solutions qui n'existent pas, où Yaoundé n'est pas au courant de tout cela. C'est juste qu'on est en face d'un gouvernement qui a d'autres priorités, qui a d'autres visions. La preuve, c'est qu'aucune crise n'a jamais servi de leçon à Yaoundé. Prenez la crise de 2008, on l'avait appelée la grève de la faim. Souvenez-vous qu'il y avait un ministre de l'Agriculture qui avait fait la cartographie du Cameroun et indiqué exactement où on peut faire quelle culture, et nous avait parlé des questions de sécurité alimentaire. Rappelez-vous du riz pluvial, du riz des sécheresses et consorts. Et il ne faudrait pas perdre de vue qu'on a un ministère qui est très riche, celui de l'agriculture, qui renferme l'essentiel des programmes et des projets en agriculture et qui reçoit beaucoup de fonds de l'extérieur pour appuyer des productions la recherche agricole. À qui appartiennent tous ces GIC qu'on voit? Ce sont ces mêmes fonctionnaires qui sont à Yaoundé. Retraités. Pourtant, où sont va tous cet des argent? fonctionnaires retraités. Vous avez ces bailleurs de fonds, ministère. la Banque mondiale. Vous voyez, il y a tellement de projets sur... Le ministre de l'élevage disait qu'on a besoin des poissons silures, des poissons chats. Le Cameroun a actuellement beaucoup de milliards pour financer ce type de projet. Où en est-on? La crise, c'était en 2008. Nous sommes 12 ans plus tard. On n'a pas bougé d'un iota. C'est simplement pour confirmer que Yaoundé a des priorités ailleurs. C'est surtout se faire plein les poches et ignorer la souffrance du bas peuple. Messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Infiniment merci d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Paul Joël, d'avoir accepté de venir échanger. Vous êtes peut-être un journaliste, expert en
fact-checking. Merci également à vous, Alban Fongan, d'être venu. Vous êtes banquier, marketiste. Merci à vous, Martin Bazine, d'être venu. Vous êtes banquier. Merci également à vous, Emmanuel Kounié. Vous êtes homme politique. Vous avez arboré la casquette d'économiste ce soir, même si de temps en temps, on a remarqué que... Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Bonsoir chez vous.